bienvenue à cette nouvelle émission d'Histoire de passer le temps. Sabrina Gaudreau-Drouin au micro d'animation. J'espère que vous vous remettez bien là, de l'arrivée violente des temps froids de l'automne. Je vous reviens en force cette semaine, après m'être mariée, rien de moins. Donc je vous parle en temps. Mais merci, c'est exactement ce que je voulais. Vous pouvez commenter sur Facebook pour dire félicitations, Sabrina. Merci. Mais aujourd'hui, je suis quand même accompagnée d'une très belle équipe de chroniqueuses et chroniqueurs, mais aussi d'invités. On a deux petits nouveaux dans l'équipe. D'abord, Alexandre Raymond Desjardins, qui va traiter aujourd'hui de la mobilisation transnationale pro-Sacco-Vanzetti. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Mais brièvement, en 5 secondes, c'est un défi. Quel est ton sujet de maîtrise? Je m'intéresse à la réponse latino-américaine à la solidarité pro-Sacco-Vanzetti et plus particulièrement à la part jouée par la Ligue anti-impérialiste des Amériques. Incroyable. Mais vrai, jusqu'à ce que j'écrive mon mémoire. Si là, c'est pas vraiment vrai. Mais... J'ai également avec moi Elisa. Tu vas nous parler de la violence des femmes sous la Révolution française. Bonjour. Bonjour, oui. Même chose aussi, tu pouvais décrire ton sujet. Oui, donc moi j'étudie une émeute qui se passe le 11 mai 1789 dans un petit village qui s'appelle Château en banlieue parisienne. Excellent, on va te suivre là-dessus. Le dernier chroniqueur pour cette émission, mais non le moindre, Joël Beauchamp-Monfette, qui nous revient cette semaine avec une chronique absolument de circonstance sur certains rites automnaux. Bonjour Joël. Bonjour. On a également avec nous en studio Anne-Émilie Lacerte et Jean-Félix Aubé-Pronce. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Finalement, ça fait quand même beaucoup de monde, on va se le dire. Notre toujours, ça comme ça. Ben oui, notre toujours très charmante Marie-Laurence à la régie qui va nous conduire en musique là, au fil de l'émission. Bonjour Marie-Laurence. Allô Sabrina, allô tout le monde. Allô. Sans plus attendre, comme on a un gros programme aujourd'hui, on va passer directement à la première chronique de l'émission. Donc, Elisa, la parole est à toi. Oui, bonjour et merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis très heureuse de pouvoir vous parler aujourd'hui d'une chronique très intéressante, enfin, du moins je le pense. C'est la violence des femmes sous la Révolution française. La violence contre les femmes, la violence des femmes? La violence des femmes, donc c'est là que c'est un thème intéressant. C'est plus la violence vécue par les femmes, c'est la violence perpétrée et générée par ces dernières. On adore. Donc, avant de me lancer dans ce projet de chronique, je me suis tout d'abord intéressée à savoir quand est-ce qu'on s'est vraiment lancé sur ce sujet-là, quand est-ce que les premiers historiens et historiennes ont en fait développé un intérêt pour la violence des femmes. Oui, parce que j'ai de la misère à croire qu'il n'y a pas eu de violence faite par les femmes avant, je veux dire, dans toute l'histoire humaine. Oui, exactement. Mais non, c'est vrai, évidemment. On se souvient des mouvements très violents. Par exemple, on peut prendre par exemple les violences religieuses au XVIe siècle avec les protestants, les catholiques, étaient des affrontements très violents entre les deux clans religieux. Les femmes faisaient partie de ces violences-là. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la violence faite sous la Révolution française. Donc, la première fois qu'on s'y est intéressé, c'est à partir de 1989, à l'occasion de la célébration du bicentenaire de la fameuse Révolution française. Les historiens et les historiennes se sont regroupés, ont travaillé sur de nouvelles problématiques, ils ont essayé de chercher de nouvelles thématiques à aborder pour essayer de mieux développer la Révolution française. Petite musique de fond. C'est ça. C'était une musique entraînante. C'est ça, voilà. C'est ça, quand on descend dans les rues pour la Révolution. Un thème lourd pour alléger avec la musique. Exactement, voilà. L'ambiance d'ascenseur. Donc, cette violence-là, on a essayé de se questionner sur la violence des femmes. Donc il y a eu un premier jet sur ce sujet-là. Cette thématique a été un peu moins bien reçue dans la sphère et dans la communauté historienne. Il faut savoir que c'est un sujet un petit peu tabou. On n'aime pas parler de la violence qui est produite par les femmes. Tout d'abord parce que ça rentre en contradiction avec la vision essentialiste et traditionnaliste de la femme qui doit être douce, bienveillante, qui doit se préoccuper de ses enfants et de son foyer. Et ça entre aussi en contradiction avec, comme Joël l'a dit, la vision de la femme victime des violences. Donc, traditionnellement, la femme, elle est victime des violences et c'est pas elle qui la perpètre.
La deuxième raison aussi que l'on peut trouver, c'est du côté des sources. C'est sûr que les historiens, nous, on travaille sur des sources et les sources que l'on a sur les émeutes et sur les combats mentionnent peu, elles occultent en fait la violence des femmes. Pourquoi ? Tout d'abord, on le sait, la plupart des sources sont écrites par des hommes, des agents de police qui étaient de sexe masculin. Et la violence des femmes, quand elles se combattent dans les rues, c'est plutôt considéré comme un divertissement. On ne prend pas ça vraiment au sérieux. Oui, je l'ai lu dans un livre qui disait que un policier ne prenait pas forcément la peine de décrire systématiquement un rapport quand il y avait une violence de femme. Ah ouais. Oui. C'est étonnant, mais c'est le cas. Grosse activité du dimanche, on s'en va faire des violences dans la rue. C'est ça. Donc voilà, là c'est pour tout le côté assez historiographique de savoir le sujet, comment est-ce que c'est venu sur les tables des historiens. Maintenant, je vais entrer plus dans le contexte. Donc ce sujet-là, en guise de rappel, je reviens brièvement sur les bases de la Révolution française. C'est une période qui s'étend de 1789 jusqu'à 1799. Donc on est en période de pleine effervescence politique. Ces changements qui se font, donc on pense à l'abolition des privilèges et de la société d'ordre, le développement de l'apparition du droit de vote, de la citoyenneté et de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, se font dans un tumulte avec beaucoup d'affrontements, hein, ça se fait pas dans le calme et dans le respect d'autrui. Dans les rues, ça bouillonne et ça fusionne. Ça guillotine aussi. Donc il y a des affrontements avec d'un côté les révolutionnaires et de l'autre les troupes royalistes et étrangères. Et parfois même entre les révolutionnaires entre eux, on le verra. Ces conflits se déroulent principalement dans les places publiques, dans les rues, et les femmes, elles sont présentes, hein, elles sont actrices de cette révolution-là, donc on les trouve aussi dans ces mouvements d'émeutes populaires dans les rues. Mais est-ce qu'il y avait des distinctions sociales entre les femmes? Est-ce que c'était toutes des femmes de même rang ou de tout le monde ensemble? Alors oui, on se pose la question évidemment, qui sont ces femmes violentes? Les sources, dans les sources qu'on a, évidemment, ce sont, sans réelle surprise, les femmes du peuple qui sont surreprésentées. Donc là, on pense aux artisanes, aux boutiquières, aux vendeuses, les femmes des faubourgs. De l'autre côté, toutes les femmes des classes sociales aisées, donc là, on pense à la bourgeoisie, à la noblesse, elles sont moins représentées. Ça peut être pour des questions d'éducation ou d'étiquette, hein, finalement. Les femmes aisées, elles vont pas se battre dans la rue, ça appartient aux femmes du peuple, ça, on le fait pas. Pour revendiquer, par exemple, si elles veulent se faire entendre, au lieu de descendre dans la rue, ces femmes des classes plus aisées... C'est encore de la musique de descendre dans la rue. Mais là, c'est quand on déboule dans les... C'est ça. À chaque étape, je vais avoir un petit accompagnement en musique. Et donc, ces femmes aisées, elles optent pour des moyens moins violents. En fait, elles écrivent des pamphlets, elles participent, elles signent des pétitions. Donc, elles trouvent des moyens d'expression moins violents. On peut penser à des moyens bourgeois. Je sais pas, ça sonne assez bourgeois, oui, les pétitions. Oui, en effet, c'est les femmes plutôt de la catégorie de la bourgeoisie qui vont avoir tendance à développer ces moyens-là d'expression. Donc oui, ce moyen d'expression, puisque en fait les violences perpétuées dans les émeutes sont considérées comme un moyen finalement d'expression et de revendication. Hein. Puisqu'on nous écoute pas et qu'on veut du pain moins cher ou qu'on veut le droit de vote, on nous entend pas quand on parle. Du coup, quand on va produire de la violence, c'est évidemment ça en fait parler, hein, puisque ça choque les esprits. Personnellement, j'ai basé mon étude sur des événements différents. J'ai ciblé en fait 4 événements différents pour appuyer mes propos. Ce sont des journées révolutionnaires qui se sont toutes développées. Moi, ma bande chronologique, c'est entre 1789 et 1795. Donc, dans la première journée dans laquelle la violence des femmes apparaît réellement, c'est lors des journées d'octobre. Donc, les 5 et 6 octobre, les femmes, et surtout en fait les Parisiennes, se regroupent à Paris. Elles décident de marcher jusqu'à Versailles pour forcer la famille royale à revenir vivre à Paris. Et par la même occasion, c'est le moyen de réclamer en fait du pain à moindre prix, puisque il y a eu une flambée des prix, le pain est très cher.
Et comme on le sait, à cette époque-là, c'est les femmes qui se préoccupent de faire vivre la maisonnée, c'est elles qui vont faire les courses, donc c'est elles que ça touche directement. Donc ces femmes-là se dirigent vers Versailles, armées de piques, de fusils et de canons. Hein. On a des gravures et des estampes qui le montrent. Elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Et la violence qui est exercée par ces femmes à Versailles, elle choque les hommes. On rapporte qu'elles ont tué et décapité des soldats et des gardes du corps de la reine Marie-Antoinette. Et elles auraient même démembré et cuit un cheval. Donc, quand même. Ah non. La violence a une fin quand même. C'est le moment de faire un petit banquet pour se redonner des forces. Ma question, qu'est-ce qui choque? C'est les actes de violence comme tels ou c'est les femmes, le fait que ce soit des femmes qui posent ces actes de violence? Oui, c'est vrai. On pourrait croire que c'est l'acte des femmes que ce soit des femmes en fait qui se donnent à ces actes-là qui choquent, puisque à cette époque on le sait, des têtes sur des pics, ça se voit aussi. Monnaie courante. Oui, on le voit, on l'a déjà vu, mais c'était fait par des hommes. Alors peut-être que ça choquait moins si c'était des hommes qui le faisaient. La deuxième journée en fait où l'on perçoit aussi des violences de ces femmes-là, elles se font contre d'autres femmes. Ce sont des femmes religieuses, des bonnes sœurs, ce sont les religieuses réfractaires des couvents en fait qui sont contre la Révolution et qui finalement ces religieuses-là, les femmes des couvents, c'était elles qui se préoccupaient de faire l'école aux petits-enfants. Donc, elles enseignaient des idées contre-révolutionnaires aux enfants de ces femmes révolutionnaires. Il y a eu un petit désaccord de ce point de vue-là. Les mamans n'étaient vraiment pas contentes qu'on enseigne des mauvaises idées à leurs enfants. Donc, elles décident d'aller punir ces religieuses-là. D'aller punir. Oui, d'aller les punir. Et donc là, je vous renvoie à la fameuse estampe. Et voilà. Changement de section. Donc la fameuse estampe qui est disponible en fait sur la page que j'ai utilisée en publicité pour annoncer ma chronique. C'est une estampe anonyme de 1791 intitulée La discipline patriotique ou le fanatisme corrigé, qui illustre bien la scène. Nous avons même droit à des petits détails puisque en dessous de cette estampe-là, c'est inscrit que d'après un relevé exact, il s'est trouvé 621 fesses fouettées, au total 310 culs et demi, attendu que la trésorière des Miramiones n'avait qu'une seule fesse. C'est très précis. Le demi fait toute la différence. Mais comment? La guillotine a passé tout droit? Peut-être, sûrement. Donc, c'est vrai que là, c'est une correction qui est humiliante. Hein. Ça sert vraiment à déshonorer ces bonnes sœurs-là. On veut vraiment les punir et marquer leur esprit. Donc, ce qu'elles ont fait, c'est inacceptable d'être contre la Révolution, puis en plus d'essayer d'enrôler les petits Français là dans cette idée-là. Donc, elles sont punies par les femmes révolutionnaires. Quand même. Il faut pas rigoler avec elle. Hein. C'est quand même pas une petite punition. Non, parce qu'il y a de l'humiliation derrière ça. Elles sont traînées dans les rues, on soulève leurs jupes puis on les frappe sur les fesses. Oh. On les frappe avec quoi? Est-ce qu'ils ont on mentionne des verges, là, c'est des bâtons. Un troisième exemple, c'est en septembre 1793, donc 2 ans plus tard, d'autres affronts en fait qui opposent des jacobines, finalement des françaises révolutionnaires, des parisiennes, qui s'opposent aux dames des Halles, qui sont des vendeuses de Paris. Elles sont en désaccord notamment sur le port de la cocarde. La cocarde qui est une petite épinglette, emblème de la citoyenneté. Donc les révolutionnaires la portaient sur leurs vêtements. Et il y avait un désaccord puisque les femmes jacobines très révolutionnaires souhaitaient que toutes les femmes puissent porter la cocarde. Les dames des Halles, elles, étaient contre cette idée-là. Mm-hmm. Donc là, il y a opposition, il y a des confrontations qui se finissent dans la violence puisque là encore, elles se fouettent, elles se déchirent leurs vêtements. Donc c'est vraiment très avec beaucoup d'animosité. Assez pour pas qu'on dise que c'est du divertissement cette fois-ci. C'est ça. Cette fois-ci, non. C'est dans un autre registre. Finalement, le dernier point que je vais prendre comme exemple se déroule lors d'insurrections populaires qui se déroulent en mai 1795 sur 3 jours. Ces insurrections regroupent à la fois donc des femmes militantes qui sont très indiquées, très
très impliquées, oui, exactement. Donc des femmes qui sont très impliquées dans la politique et à la fois aussi des femmes qui sont elles, au contraire, absolument. Elles sont là simplement pour demander du pain. Elles sont très apolitiques. Elles veulent juste pouvoir nourrir leur famille. Donc ces deux groupes de femmes qui parfois sont les femmes adhèrent aux deux mouvements se retrouvent dans les rues. Donc même un policier explique que lors de ces mouvements-là, le pain est à la base de leur insurrection physiquement parlant, mais la constitution en est l'âme. Donc on regroupe à la fois des femmes qui veulent du pain et d'autres femmes qui veulent le droit de vote, le droit de servir dans la garde nationale. Mais le pain est un bon instigateur. Oui, je pense que oui. Très souvent dans les émeutes, on retrouve ça. Elle réclame donc la fin de la disette. Elle s'oppose aux députés de l'Assemblée et de la Convention. Ici, on retrouve une violence verbale. C'est plus une violence physique. Oui, c'est vrai. Donc elles viennent pour perturber vraiment en fait les séances d'assemblée. Elles arrivent, elles crient, elles rient, elles humilient les députés. Donc c'est encore un exemple de violence, mais plutôt dans la catégorie verbale. Donc elles sont vraiment dérangeantes. Oui, dérangeantes. Quand elles veulent quelque chose, elles vont le chercher, puis elles en démordent pas. As-tu une idée à peu près du nombre de femmes qui se trouvaient à ce moment-là? C'était quand même un nombre de femmes assez conséquent. Hein. Quand on parle de regroupement collectif, là c'était plusieurs milliers de femmes. Hein. C'était pas un petit groupe de 10 femmes. Et donc... Pour résumer, finalement, nous avons vu que l'usage de la violence par les femmes sous la Révolution française était utilisé comme un moyen d'expression et de revendication, soit pour du pain ou pour des droits politiques, pour se faire entendre dans une société où la parole des femmes n'était pas aussi écoutée qu'aujourd'hui. Elle a été vraiment peu considérée. La violence, qui était un attribut de la masculinité, hein, c'était vraiment le domaine des hommes, elle choque puisqu'elle est considérée comme contre-nature quand elle est employée par une femme. Oui, parce qu'un politicien qui fait de la violence, c'est correct, c'est un politicien fort. C'est ça, mais une femme, ça dérange. Et selon même une historienne qui est spécialiste de l'histoire des femmes sous la Révolution française, donc Dominique Godineau, elle annonce l'idée que peut-être en fait l'usage de cette violence-là aurait été utilisé comme prétexte par les hommes donc de leur temps, les hommes du XVIIIe siècle, pour justifier l'exclusion totale des femmes du champ politique. Hein. Donc la violence des femmes, ce serait inadmissible, elles se comporteraient comme des sauvages, elles auraient donc pas le droit au droit de vote. Parce que les hommes n'ont pas été violents, eux, on le sait. Non, évidemment, hein, on le sait, c'est ça qu'on Ça fait partie d'être homme. C'est ça, c'est la nature. Le droit de vote en le demandant. Voilà. On dit s'il vous plaît. Et donc, ces femmes-là, qui étaient... On parle des femmes qui étaient actives et violentes, n'étaient évidemment pas la majorité des femmes. Hein. On se souvient que nous sommes conscients finalement que la majorité des hommes est là comme des hommes comme des femmes. En moment de crise ou de période d'incertitude, la plupart préfèrent garder le silence ou l'attente. Hein, on attend de voir plutôt qu'à l'activisme et à l'action spectaculaire. Donc dans notre cas, c'est tout pour aujourd'hui. Mais merci beaucoup, merci Lisa, à vous pour cette première chronique qui était fort éclairante. Dans le même ordre, si vous avez apprécié le propos d'Elisa, je vous propose la chronique du 10 mai dernier par Jonathan Fortin qui avait parlé d'une union fort singulière entre femmes au 18e siècle. Donc, sur ce, on va maintenant passer avec DJ Ro. Qu'as-tu pour nous, Marie-Laurence? Oui, l'ordinateur a pris un peu possession de l'émission. Ça tombe bien, on a des religieuses dans la chronique pour aller faire l'exorcisme. Mais ironie du sort, la chanson qui a pas arrêté de jouer pendant qu'Elisa parlait, c'est Music from Outer Space. Ah bon, voilà. Alors, on sait pas de où ça vient, mais bon, je suis désolée. Alors, pour l'instant, je vous fais écouter Led Zeppelin de Fred Fortin. Merci. Oh Mathieu, vas-tu voir un film? Ça va te faire changer d'air, de faire un tour de machine, fumer une douille dans le parking. Ta belle petite peau blanche te prenne des vitamines. Sinon tu vas être
pour massacrer son ennui. C'est toi qui es mal pris, tu vas mieux te sauver. Eh ben Maline, ta sœur. Oh Léo, belle Léo, tu sais que t'es ma plus fine, tu sais que t'es ma plus belle. Même quand tu te mords la babine, pour montrer que t'es fâché, ça se peut-tu j'hallucine. Si ça veut t'endormir, je te fais une ponce de gin. Ton chum est comme ton père, tu prends pour un gobelet de Zeppelin. Si tu veux le faire triper, fais-y faire de l'héroïne. Ça fait pif paf paf, fin dimanche après-midi, le chicane autour de Wendy. Léo dit que c'est Mathias, Mathias dit que c'est Léonie. Mais que c'est que je veux faire, elle a de l'épicerie. Qu'elle me ramène de bière, que je me colle sur mon sport. Sa boîte là sans alcool, je la cale comme si c'était du fort. J'en bois une, j'suis agressif, j'en bois deux, j'rampe à terre. J'en bois trois, puis je m'endors. C'est vrai que j'suis un peu ménère, mais Christ que je me couche tard. J'ai fait des kilomètres sur les traces de la Zeppelin entre Saint-Prime et Val-d'Or. Et j'ai pas de limousine, un avion moins encore. À Histoire de passer le temps, toujours Sabrina Gaudreau-Drouin à l'animation. On se retrouve pour la deuxième chronique de notre émission. On est en train de voler mon punch. Bon, là, on va le refaire. Donc, on se retrouve pour la deuxième chronique de notre émission avec Alexandre qui nous parle d'un procès très célèbre. La parole est à toi, Alexandre. Oui, je vous parle de l'affaire Sacco et Vanzetti, comme tu l'as dit, un procès célèbre tenu dans l'État du Massachusetts aux États-Unis dans les années 20, qui est banal en apparence, mais qui finalement a connu des échos de par le monde. Donc, Sacco et Vanzetti, ça sonne peut-être que ça évoque rien pour vous, mais ils ont vraiment marqué l'histoire du 20e siècle et surtout l'histoire de l'entre-deux-guerres. Pour comprendre tout ça, il faut retourner aux événements du 15 avril 1920 à South Braintree, en banlieue de Boston. Et donc, cette nuit-là, le camion de paix de la manufacture Slater & Merrill Shoe Company est braqué. Le trésorier, Frédéric Parmenter, et son garde du corps, Alessandro Berardelli, sont retrouvés morts. Voilà. Ils sont morts. Ça allait vraiment bien. Qu'ils reposent en paix. Donc, à ce moment-là, rapidement, les soupçons des autorités locales se tournent vers les communautés immigrantes et radicales, souvent les anarchistes, qui sont réputés pour commettre ce genre de crime. On arrête deux hommes d'origine italienne, réputés anarchistes, mais inconnus des autorités, inconnus des policiers, Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti. Les deux hommes sont accusés du vol et des meurtres, et en juillet 1921, ils sont trouvés coupables et condamnés à mort. Mais pourquoi on les accuse aussi rapidement? Est-ce qu'on a des preuves? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ouais. Donc, dans le procès, il va y avoir effectivement une administration de la preuve. Je vais y revenir plus tard, mais en effet, ce qui est important de comprendre, pourquoi les soupçons se tournent si rapidement envers ces deux hommes-là inconnus, il faut se remettre dans le contexte social de l'époque aux États-Unis dans les années 20. C'est franchement, ouais, ça ponctue. C'est voulu, dans le fond, c'est vraiment un effet sonore là, qu'on essaie de rajouter à Dans les années 20, c'est la Red Scare, la peur rouge. Il y a une paranoïa généralisée de tout ce qui s'approche de près ou de loin des idées communistes et anarchistes et finalement de tout ce qui touche à la gauche politique. Aux sources de cela, il y a la révolution bolchevique en Russie en 1917. Qui fait craindre aux autorités états-uniennes de voir des petits élans de révolution aux États-Unis, et aussi une montée syndicale, anarchiste, communiste, des idées de gauche aux États-Unis, qui fait en sorte qu'en 1918-1919, on a beaucoup d'attentats, d'attaques à la bombe, qui sont le fait d'une gauche radicale, souvent issue de l'immigration, et dont l'impression est amplifiée par les médias. On se ramasse avec une belle paranoïa. Mais donc, si je comprends bien, c'est le contexte qui fait qu'on les accuse. Est-ce qu'ils sont réellement pas coupables, mais est-ce qu'il y a des bonnes raisons de les accuser autres que la peur rouge? Oui et non. Donc, le procès est marqué par d'importantes irrégularités. On a des preuves contre eux qui sont essentiellement issues d'une connaissance balistique assez partielle à l'époque, balbutiante. On retrouve des balles de calibre correspondant à l'arme de Sacco sur les lieux. On croit que l'arme que possède
Vanzetti, était l'arme ayant appartenu à l'une des deux victimes. Okay. C'est aussi des témoignages des témoins qui font des témoignages contradictoires finalement et peu crédibles. Mais ce qui met le clou dans le cercueil, pour utiliser une mauvaise expression en l'occurrence, c'est vraiment c'est une excellente expression. C'est vraiment la partialité flagrante du juge en charge, Webster Thayer, qui est un anticommuniste, un anti-anarchiste invétéré et qui, pour démontrer à quel point il était partial, il ne va pas hésiter à utiliser l'expression « those anarchist bastards » pour parler des accusés, ces bâtards d'anarchistes. Évidemment. Un beau compliment. Ben oui, c'est ça. Donc, le procès, là, le premier, en fait, le seul procès se tient du 31 mai au 14 juillet 1921 et s'articule, comme je l'ai dit, surtout autour des expertises balistiques, mais très, très, très partial. Et finalement, on accuse les hommes finalement d'être italiens, immigrants et anarchistes. C'est une belle accusation d'être italien. Les pires crimes. Ouais. Les pires crimes. Donc, de l'autre côté, au niveau de la réponse de la défense Sacco et Vanzetti, on peut pas se fier clairement au système de justice, donc on se tourne vers la mobilisation. On va essayer de faire pression sur la justice et sur le gouvernement états-unien. Ça passe finalement par des réseaux déjà établis, des réseaux communistes et anarchistes qui sont finalement à l'échelle planétaire. On le comprend bien, Sacco et Vanzetti sont issus de l'immigration italienne. Ils sont aussi anarchistes, donc c'est des réseaux qui existent déjà. Et leur avocat, Fred Moore, qui est réputé pour avoir tenu des grands procès et en avoir remporté, mise vraiment là-dessus en mettant sur pied le Sacco Vanzetti Defense Committee, qui vise à mobiliser la classe ouvrière aux États-Unis et ailleurs. Mais je m'interroge, tu dis les réseaux anarchistes, c'est quoi des réseaux anarchistes? Je veux dire, pas Facebook, pas Twitter... C'est quoi? C'est comme un Facebook, mais avec une lettre. Il y a un réseau de contacts. Le mot book est vraiment appliqué. Ouais, c'est ça. Tu as un réseau de contacts, tu sais que tel individu est leader de tel groupe anarchiste et tu peux le rejoindre à tel endroit. Donc, tu envoies une lettre, tu dis tel événement se passe, telle injustice se passe, il faut agir. Donc là, on va publier des articles, on va faire des manifestations, etc. Ça passe par ces canaux-là qui existent déjà et qui vont se révéler fort efficaces. En effet, dès octobre 1921, quelques semaines après l'accusation et la condamnation à mort, c'est une mobilisation mondiale qui se déploie. On manifeste à Rome, à Londres, à Paris. C'est 3000 travailleurs qui marchent à Santiago, au Chili. Wow. C'est des rassemblements devant les consulats états-unis en Suisse, au Mexique et en Argentine. Et c'est aussi des bombes qui explosent devant les institutions états-uniennes un peu partout dans le monde, à Paris, à Lisbonne, à Rio de Janeiro, à Zurich et à Marseille. Et dans tout ça, je vous ai pas parlé de la mobilisation au sein même des États-Unis. Wow, et je n'en parlerai pas parce que c'est un autre dossier. Ultimement, la mobilisation internationale va s'étendre sur 7 années. Au fil des rebondissements judiciaires, la saga va s'étendre. On va faire appel au niveau de la défense. On va retourner devant les procès. Petit exemple qui va mettre en évidence la partialité du juge Thayer. En novembre 1925, un dénommé Celestino Madeiros confesse le crime. Lui, il est déjà en prison. Il dit, c'est moi qui l'ai fait. Et puis, il avoue, il dit même, Sacco et Vanzetti n'ont pas participé au crime. La défense prend ça, dit, voilà, on appelle un nouveau procès. La motion est évaluée par le juge Webster Thayer qui dit, lui dit, non, Madeiros est déjà en prison, il est condamné à mort, lui, il n'y a rien à perdre en se mettant, en prenant le crime à sa charge, finalement. C'est quand même pas faux. Mais enfin, tu sais, il n'innocentait pas les deux hommes, il faisait juste rouvrir le procès, tu sais, donner droit à un nouveau procès, mais finalement, il le fera pas, il va dire le témoignage n'est pas valide, il n'y a pas de crédibilité au témoignage de Madeiros, et c'est le genre d'événement qui va, d'une part, rallonger la saga, qui va faire en sorte qu'elle se tient sur 7 années, et surtout qui va mettre le feu aux poudres pour des manifestations, pour des mobilisations, pour des pétitions, pour des attentats à la bombe, etc. Je sais pas si tu l'as déjà dit, pendant ce temps-là, les deux hommes sont en prison ou... Oui. OK. Oui, ils sont en prison, Okay. à Massachusetts, puis Dans de bonnes conditions. C'est ce que tu veux dire. C'est quand même intéressant, ils ont écrit beaucoup. Vanzetti, particulièrement, était très... les deux anarchistes, mais Vanzetti était très politisé. Il a beaucoup écrit sur son expérience en prison. On pense que Sacco a plus fait une grave dépression qui l'a amené dans une certaine léthargie sur les... Ouais, on peut pas y en vouloir, là. Non. Donc... comme je l'ai dit, c'est le genre de rebondissement qu'on a, mais finalement, le 9 avril 1927, la défense a épuisé l'ensemble de ses recours légaux
Il ne reste plus qu'à fixer la date butoir et c'est au 23 août 1927 qu'est fixé le moment où les deux hommes devront passer sur la chaise électrique. Ouch. Il reste une dernière chance aux deux hommes et elle réside entre les mains du gouverneur Fuller, gouverneur du Massachusetts. Et le gouverneur a le droit de pardonner, je crois. Exactement. Il a le droit d'absoudre les deux hommes. Il est donc à ce moment la cible d'une énorme mobilisation internationale, une immense pression populaire qui s'abat sur lui. En effet, les appels à la clémence se multiplient dans les journaux, par des manifestations, par des lettres, des télégrammes qui sont directement adressés au gouverneur ou encore au président de l'époque. Je suis si fébrile, j'ai pas envie qu'il meure. Mais c'est ça qui arrive. C'est comme, quand Alexandre parle, c'est comme un téléroman. Assis sur le bout de nos chaises. Les télégrammes puis les lettres, là, on les compte vraiment par centaines, par milliers, et ils sont en provenance de partout, de l'Australie, de l'Allemagne, en passant par le Mexique. Mais malheureusement, finalement, Fuller, il tasse ça dans la cour d'un autre. Il met en place une commission. Il dit, voici 3 personnes dont le choix est grandement contesté qui vont déterminer si le procès était valide ou non. Évidemment, ces 3 personnes-là confirment la validité du procès et l'exécution ira de l'avant dans la nuit du 22 au 23 août 1927. C'est là que ça prendrait une musique triste. Ça aurait été un meilleur cue que les dernières fois, effectivement. Donc, la mobilisation internationale n'est pas parvenue à sauver les deux hommes, malheureusement. Ceci dit, elle ne s'arrête pas le 23 août 1927, elle continue par la suite. Dès le lendemain, c'est des manifestations souvent violentes qui ont lieu à Genève, à Paris, à Londres, à Johannesburg en Afrique du Sud, en Amérique latine, Guadalajara, Mexico, Montevideo, en Uruguay, en Argentine, aussi en Océanie, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Et ça continue partout. C'est ça, c'est vraiment. Est-ce que ce sont tous des anarchistes qui manifestent ou aussi des socialistes? Ça, c'est la partie intéressante que j'avais pas pris le temps de mettre, mais je vais vous en parler. C'est qu'aussi, l'affaire Sacco et Vanzetti s'insère dans un moment de transition de la gauche à l'international. Quand on est dans les débuts de l'affaire, en 1920, les réseaux l'anarchie en général comme idéologie est en déclin, si on veut. Et elle est remplacée rapidement par le communisme. Avec la victoire, la révolution bolchevique en 1917, les partis communistes qui sont fondés un peu partout dans le monde. Donc, on voit vraiment une transition dans les gens qui portent la solidarité Sacco et Vanzetti. On passe des groupes anarchistes qui vont être présents tout au long, mais qui sont rapidement remplacés et dépassés par les groupes communistes. Et moi, dans ma maîtrise, c'est ce que j'étudie, un groupe communiste qui s'intéresse à l'affaire Sacco et Vanzetti. Mais est-ce que la mobilisation se disait que, ça n'a pas marché, hein, ils ont perdu, est-ce que ça l'a au moins ralenti le processus, que ça a eu un impact minimal? Elle a joué un rôle double, la mobilisation pour Sacco et Vanzetti dans le monde. D'un côté, et c'est l'argument que fait Moshe Temkin dans son livre, de Sacco Vanzetti Affair, America on Trial. D'une part, c'est sûr, ça a ralenti le processus judiciaire. Ça a mis de la pression sur les autorités états-uniennes pour faire en sorte que ça s'est étendu sur 7 ans. Finalement, une longue agonie pour les deux hommes qui, pendant 7 ans, ont attendu de mourir. C'est quand même... un peu d'espoir, peut-être pour eux. Ouais. Mais aussi, la mobilisation a, pour les autorités aux États-Unis, soulevé des enjeux de souveraineté. C'est-à-dire que la mobilisation internationale, il en revenait finalement à défendre la juridiction, l'autonomie, la souveraineté des États-Unis sur leur même territoire, de dire wow, c'est pas de vos affaires, ça se passe aux États-Unis, c'est à nous. Donc, ce qui amène Moshe Temkin à dire qu'ils n'ont pas été condamnés et exécutés malgré la mobilisation internationale, mais à cause de la mobilisation internationale, menée à terme cette condamnation-là, était affirmer la souveraineté des États-Unis sur leur propre territoire. Parce que ça a quand même pris 7 ans pour qu'ils soient jugés coupables et condamnés à mort. Ouais. Ça veut dire que puis dès le départ, en fait, le procès était complètement bidon. Il était pas fair. Très, très bidon, ouais. Ouais, puis là, j'ai pas pris le temps d'aller dans le détail, dans toute l'administration de la preuve, mais tu lis les trucs, puis tu vois que ça a pas de sens. La défense a pas pu présenter les alibis. Tout a été mis en œuvre par le juge lui-même pour empêcher la défense de présenter les alibis très probants de l'innocence des deux hommes. Mais est-ce que c'est seulement parce que le juge voulait pas, ou est-ce que c'est le gouvernement américain derrière le juge qui donnait des ordres ou dirigeait un peu le procès? Je pourrais pas m'avancer énormément là-dessus, mais c'est clair que Webster Taylor n'était pas seul dans la volonté. Il y avait une volonté générale aux États-Unis de réprimer les idées anarchistes et les attentats anarchistes qui étaient des attentats à la nation. J'en ai pas parlé, mais le 16
septembre, enfin en 1920, il y a un attentat à Wall Street qui fait un attentat à la bombe, 38 morts, 200 blessés, qui est revendiqué par les anarchistes et qui, on le saura jamais, mais qui sûrement visait à venger l'arrestation de Sacco et Vanzetti. C'est le genre d'événement qui met finalement de l'huile sur le feu et qui fait en sorte que on accuse, on va de l'avant dans la condamnation aussi. Ouais. Ultimement, dernier point que j'aimerais amener avant de terminer, je crois que j'ai bien le temps. Ben oui. Pour bien comprendre la solidarité avec Sacco et Vanzetti, il faut pas s'arrêter à l'événement, à l'affaire uniquement, au cas Sacco et Vanzetti. C'est-à-dire que ce qui rassemble au-delà de la cause, c'est vraiment la nouvelle figure des États-Unis sur la scène internationale. Ah, ben oui, qui sont en train de prendre le pouvoir. Et voilà, on a une nouvelle puissance impérialiste qui s'impose et qui fait pas des heureux partout. Et l'Amérique latine est probablement le meilleur exemple, dans le sens où l'Amérique latine est souvent victime des volontés impérialistes des États-Unis, qui sont le plus souvent justifiées par un discours démocratique. Et l'affaire Sacco et Vanzetti, finalement, c'est la preuve que les États-Unis n'ont pas les moyens, n'ont pas la volonté de faire régner la démocratie sur leur propre territoire. Alors, qu'est-ce qui peut leur permettre de justifier une intervention militaire au Nicaragua alors qu'ils sont pas capables de le faire sur leur propre territoire? Bon, on comprend l'idée, hein? La plus vieille question de l'impérialisme. Donc, pour conclure, c'est intéressant, le 23 août 1977, les deux hommes, Sacco et Vanzetti, ont été absous par le gouverneur du Massachusetts à cette année-là, dont le nom m'échappe, malheureusement. Il affirme qu'ils ont été inéquitablement jugés et accusés. Par contre, à ce jour, il n'existe aucun consensus chez les historiens et même chez les juristes qui se sont penchés sur le cas quant à la culpabilité des deux hommes. On ne sait pas. Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils l'ont pas fait? Le mystère reste entier. Il y a une tendance qui tend à accuser, dire que Sacco était coupable, pas Vanzetti, mais encore là, impossible de trancher sans aucun doute. Mais c'est tellement mystérieux. Oui. Ça m'intrigue tellement. Histoire de détective. On se met tous là-dessus. Ce qui m'amène à dire finalement que l'affaire Sacco et Vanzetti, j'essaie de parler trop vite. L'affaire Sacco et Vanzetti, ce qui la rend si intéressante, ce n'est pas le cas de justice comme tel, autant que la solidarité qui l'a entourée et l'héritage que cette solidarité-là a laissé. C'est-à-dire l'exemple d'une capacité de rassemblement planétaire. C'est vraiment je pense, là, je peux pas trop m'avancer, mais le premier ou une des premières j'ai perdu mon mot. Un des premiers exemples de capacité de rassemblement de la gauche et surtout, deux figures de martyrs qui vont rassembler la gauche longtemps après l'exécution des deux hommes et un important héritage culturel. On peut penser à des films, des poèmes et des musiques qui sont inspirées par le tragique récit de Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti. Et j'aimerais vous laisser là-dessus avec les petits extraits qui vous ont juste donné le goût jusqu'à maintenant. On va l'écouter. Dans le fond, je vous invite à écouter un extrait de la trame sonore du film Sacco et Vanzetti de Giuliano Montaldo, réalisé en 1971 avec une musique composée par le grand Ennio Morricone et chantée par Joan Baez. Oh. Je vais te remercier, Alexandre, pour cette superbe chronique. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le militantisme en général, je vous donne rendez-vous à la chronique du 13 septembre dernier sur le militantisme à Hong Kong. On va maintenant retourner en musique. On lâche pas. Qu'as-tu d'autre pour nous, Marie-Laurence? C'est une émission musicale. Exact. Parsemé de petites parcelles de musique. Maintenant, par exemple, ça va être pour un 3 minutes. On écoute
Attends-moi pas des louanges. Clôturer le fait que j'aurais pas su t'aimer. On me dit à l'oreillette je risque de regretter, mais je risque de pas trop avoir le temps d'y penser. Est-ce qu'on work non plus sur la route? Ouais, ça me tue d'avoir été que cheveux dans ta soupe. I guess j'ai juste à move on now. À cause de moi t'es parti combattre au front. Mauvais gagnant, j'ai pas fait attention. Quand t'es revenu pour de bon, notre péché tape sur le front. Tout ce que j'avais comme réponse, c'était quoi, j'avais dit donc. Attends-moi pas, attends-moi pas, attends-moi pas. J'attendrai pas. Attends-moi pas, attends-moi pas, attends-moi pas. J'attendrai pas. Austin et Paris dans le même mois. À jouer devant des gens qui te connaissent pas, devant des gens qui peut-être s'en rappelleront pas. Ce kid qui leur gueulait des choses en québécois à la maison mère, crie une coupe d'appel manqué. Anniversaire à petite sœur, j'ai presque oublié. Mais j'ai compris quand tu tombes, personne va ramasser. J'arrêterai pas, non. J'attendrai pas. Attends-moi pas, attends-moi pas. J'attendrai pas. Attends-moi pas, attends-moi pas, attends-moi pas. J'attendrai pas. Attends-moi pas, attends-moi pas, attends-moi pas. J'attendrai pas. Vous êtes toujours à Histoire de passer le temps pour cette troisième et dernière chronique de l'émission. Et oui, sans plus attendre, je passe la parole à mon collègue Joël, avec qui nous allons parler automne. Ben oui, hein. Vous avez probablement remarqué, hein, cette semaine, on a eu droit à de la vraie bonne pluie, une vraie belle température d'automne. C'est un bon moyen pour Dame Nature de nous rappeler que l'été est terminé, puis que l'hiver va bientôt cogner à nos portes avec toute sa slush. Ah, déjà? Oui. Mais si aujourd'hui, la difficulté de salir nos belles bottes dans la slush pour aller chercher un frappuccino latte chai chez Starbucks, c'est notre plus grande crainte aujourd'hui face à l'hiver, hein? Ben, à un moment de notre histoire, l'hiver, c'était très littéralement une question de vie ou de mort. Ben, aujourd'hui, j'ai décidé de nous replonger dans cette époque lointaine où Herménégilde était un nom courant pour un enfant de 2 ans. Et on va essayer de se faire un portrait de c'est quoi l'automne traditionnel pour les habitants du Canada, et plus précisément, on va se demander c'est quoi la tâche à accomplir pour un habitant ou une habitante et leur famille. Bon,
Je vais commencer par un avertissement, évidemment, par des travaux automnaux. J'entends évidemment pas le raclage de feuilles pour s'assurer d'avoir une belle pelouse l'an prochain. Hein. On sera plutôt dans la belle maison canadienne, on va se dire jusqu'à 1900, gros maximum. Hein. Pré-industriel, famille traditionnelle, vraiment. Un changement important par rapport à aujourd'hui, c'est le climat. Ben oui, parce que pendant la plus grande partie de la Nouvelle-France, le monde est dans un petit âge glaciaire. En tout cas, ce que les historiens ont appelé un petit âge glaciaire. Et les températures sont beaucoup plus basses. Hein. En octobre, on est déjà avancé dans l'automne. C'est bien possible qu'il neige. Et le givre, c'est la norme. Mais quand la nourriture du potager dépend de l'absence de givre, et donc la survie de la famille aussi, il est important de prévoir l'automne et de s'attaquer aux tâches assez vite pour ne pas perdre toutes les récoltes. Mais si en octobre, la saison est déjà avancée, quand est-ce qu'on commence à se préparer? Ben, c'est sûr, c'est des travaux d'automne. Hein? Ça dépend vraiment d'où est-ce qu'on est. Par exemple, la saison végétative va être plus longue à Montréal qu'à Québec, va être définitivement plus courte à Sept-Îles. Heureusement, il n'y a pas encore personne à Sept-Îles. Problème réglé. Mais on peut se dire, au Québec, règle générale, la fête religieuse de la Saint-Michel, le 29 septembre, marque le départ des travaux d'automne. Ah oui, mais pourquoi? Pourquoi la Saint-Michel? Ben ça, c'est une très bonne question. L'explication de l'historien Jean Provencher, c'est que la fin traditionnelle des baux de location dans plusieurs régions du nord-ouest de la France, donc des régions dans desquelles on est issu, ben c'était la Saint-Michel. Donc, ce serait un moment de passage traditionnel intégré dans la culture familiale. C'est la Saint-Michel, c'est un changement d'étape dans notre année, si on veut. Le 1er juillet d'une autre époque? Oui, le 1er juillet d'une autre époque. En effet, ben oui. Mais ça a déjà été le 1er juin, hein? Oh, c'est ici vrai. au Québec, oui. Pour nos auditeurs qui s'appellent Herménégilde. On les salue. On les salue. Si vous appelez Herménégilde, n'hésitez pas à commenter sur Facebook. Hein? On rira pas, là. C'est pas ça. Non, pas du tout, pas du tout. Mais bref, à partir de ce moment-là, la maison est en ébullition. Faut mentionner que l'univers paysan de l'époque est presque constamment en ébullition. Hein? Contrairement à la croyance de la famille paysanne traditionnelle du Canada, un peu paresseuse, qui vit de la terre, non, c'est le contraire. La famille traditionnelle travaille extrêmement fort, et ce, à l'année. Ça roule. Oui, il faut faire le maximum avec des saisons qui sont très courtes. L'automne représente justement le moment où on est le plus pressé dans toute l'année. Parce qu'on veut laisser aux cultures le maximum de temps pour pousser et aussi les ramasser le plus rapidement possible avant qu'ils gèlent. Ouais. Mais bon, on est encore en septembre, fin septembre, mais c'est pas trop mal. On va commencer par préparer la maison. L'été, la maison traditionnelle sert de fourre-tout, d'entreposage, on fait sécher les aliments, on est pratiquement juste dans la maison pour dormir. On maximise l'espace de la maison. Donc quand l'automne arrive, il va falloir repréparer la maison pour l'hiver pour s'apprêter à y vivre. On va commencer par remonter le poêle parce que pour les maisons qui ont un poêle, le poêle est démonté au printemps. Donc à l'automne, faut le remonter. Évidemment, quand on a un foyer, c'est pas la même situation, mais bon. On fait appel à un large éventail de maisons différentes ici pour cette chronique. Dans la maison, en septembre, il commence à faire froid. Alors, ça prend une petite laine. Là. Ça prend une petite laine. Mais justement, on va utiliser la laine. On va calfeutrer les fenêtres. On va mettre des bandes de tissu de laine tout le long des fenêtres pour les calfeutrer parce qu'on n'a pas le plastique d'aujourd'hui. Mais la partie la plus importante à calfeutrer, c'est les trous dans les murs. Parce que, évidemment, une bonne partie des maisons est bâtie sans clous ou avec un nombre minimal, tout simplement parce que les clous, ça coûte cher. Il est donc possible que la maison soit bâtie en bois, assemblée en queue d'aronde, c'est-à-dire taillée pour fitter les morceaux les uns dans les autres, comme on dit en bon latin. Lego. Oui, comme les petits blocs Lego. Les interstices sont petits, mais il faut les sceller avec de la boue ou du mortier. Et même si on a une maison en pierre, le mortier peut craquer et laisser l'air et l'eau s'infiltrer. Ce sera donc généralement la tâche de la mère de la famille de s'assurer de passer partout dans les raccoins avec la main et s'assurer qu'il n'y a pas de courant d'air. Si on voit une craque, un courant d'air, quelque chose, il faudra le boucher, souvent avec de l'étoupe de lin, qui est un tissu un peu plus mince qui permet de boucher les plus petits trous.
Ça me rappelle qu'il faut que je mette mes plastiques dans mes fenêtres. Oui, évidemment, avant d'aller chercher ton frappuccino. Exactement. On parle pas de plastique ici, là. Non. Surtout pas ceux à usage unique. Non, c'est ça, il faut pas. Vous avez pas le droit. Utilisez du tissu. C'est bien. Donc, la femme va s'occuper d'isoler la maison parce que c'est vraiment la clé. Mais l'homme ne sera pas en reste. Le père de famille va construire un portique devant la porte d'entrée qui va simplement servir comme un sas pour isoler la maison, pour qu'il y ait une double entrée, ce qu'on fait encore aujourd'hui, souvent avec un petit tempo. Hein. Et éventuellement, quand il commencera à neiger, il va utiliser la neige pour renchausser le bas des murs et maximiser l'isolation. C'est d'ailleurs un aspect qui va effrayer les premiers Britanniques. Hein. Thomas Hanbury, un officier anglais, va dire en 1776 « Avoir réussi les Canadiens se prémunir à ce point, comment ne pas s'attendre à un froid terrible? » Il avait bien raison. Bon. Maintenant que la maison est prête, on passe aux bestiaux. On les rentre à l'étable, mais pas tous. On va essayer d'en vendre quelques-uns pour s'acheter des vêtements chauds. On va aussi faire boucherie pour conserver que quelques têtes. La raison est simple, hein? Moins de bouche à nourrir, plus de nourriture pour l'hiver. Nous sommes rendus maintenant dans les premiers jours d'octobre. La température est bonne encore, on peut saler à l'extérieur et faire sécher la viande pour la conserver. On va aussi tarir les vaches et n'en garder qu'une seule pour la famille, parce que les fromageries, les beurreries sont pas encore apparues dans la culture traditionnelle avant la moitié du 19e siècle. Puis, en fait, comment la famille se répartit la tâche? Ben, comme j'ai déjà commencé à en parler, le travail est hautement sexué. La division des tâches se font selon les forces et les faiblesses de chacun. C'est cliché, évidemment, c'est une généralisation, mais on peut dire en gros que, typiquement, l'homme travaille de ses bras et la femme effectue les tâches complexes et essentielles. Elle va même avoir un grand pouvoir dans la prise de décision de qu'est-ce qu'on fait ce jour-ci. C'est elle qui regarde la météo. Aujourd'hui, on ramasse, aujourd'hui, on nettoie, et c'est elle qui décide. Les enfants sont pas en reste, hein. On va les utiliser pour faire des tâches utiles mais simples comme renchausser les arbres, transplanter les arbres ou s'occuper des petits plants de fraises, framboises, groseilles, les préparer pour l'hiver. Une autre partie de la tâche à accomplir, c'est le lavage. Et là, c'est toute une job. Hein? Il faut laver toute la coutellerie pour l'hiver avant de tout ranger. Il faut aussi nettoyer le sein de la maison. Généralement, le sein, c'est une statuette installée dans une niche à l'extérieur. Et il faut la nettoyer pour qu'elle protège la maison de l'hiver. Les croyances religieuses sont encore très présentes dans la famille traditionnelle. Mais il faut aussi laver tous les tissus et les vêtements qui sont salis par la poussière de l'été. L'historien Jean Provencher a encore décrit la tâche comme ceci. Et attention, si vous croyez que le jour de lavage est désagréable et que c'est long d'attendre d'une grosse heure pour que la laveuse soit finie, vous risquez d'être surpris. Toute cette lingerie trempe 2 jours durant dans une eau froide adoucie de lessive. Après le trempage, on lave le linge au savon du pays dans une grande cuve d'eau chaude, puis on le frappe au moyen du battoir sur une planche ou un banc mis de travers dans la cuve. Le linge battu est mis à bouillir pendant 30 à 45 minutes dans une eau pure additionnée de lessive, puis on l'égoutte avant de le laisser reposer dans l'eau froide durant une nuit, histoire de le rincer. Par la suite, on le pend sur des cordes tendues ici et là, soit dans la maison, soit sur le bas-côté, soit tout simplement à l'extérieur. Et il revient à la plus âgée des femmes de la maison de dépendre le linge sec morceau par morceau et de le plier soigneusement. C'est vraiment pas une petite tâche quand même. Hein. Je suis bien contente que ce soit mon chum qui fasse le lavage maintenant. Mais, ton mari, excuse-moi. Ah oui, c'est vrai, excusez. On espère qu'il écoute pas en ce moment. Est-ce qu'on entrepose toutes les cultures? Oui, ben c'est sûr qu'au travers de tout ça, dès que le temps le permet, on va cueillir des champs, les légumes et les céréales. Et comme c'est la tâche la plus importante, la plus urgente, quand la mère le décide, toute la famille s'y met. Et voilà. 2 endroits sont à disposition des familles pour conserver les aliments. Le grenier, aussi appelé les combles, est à l'étage des maisons. Dans la maison traditionnelle, avant le milieu du 19e siècle, personne ne vit à l'étage parce qu'on n'a pas encore de matériaux d'isolation à proprement parler. Et ce qui est à l'étage doit donc être résistant au gel. On va souvent y stocker les outils, le bois de sciage en train de sécher, mais surtout, on va y stocker les grains. Le blé est évidemment la culture la plus importante au Québec, au moins jusqu'aux années 1830. Et le grenier sera donc bien rempli de blé, mais aussi de tabac et beaucoup de maïs. Le maïs représente une culture, d'ailleurs, dont l'importance varie selon les années.
Mais au début de la colonie, elle est très importante parce que les Autochtones qui apprennent à vivre aux nouveaux colons ont un système de plantation au cœur de leur vie. 3 plantes qu'on appelle les 3 sœurs sont le maïs, le haricot et la courge. Elles ont un effet bénéfique les unes sur les autres lorsqu'elles sont plantées ensemble. C'est pour ça qu'on les plante. Les Autochtones ont donc montré aux colons à faire une farine à partir du maïs, qui peuvent conserver longtemps et faire un pain qui ne lève pas. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Non? La tortilla. Ah, ben oui. Mais oui, hein, c'est de là que ça vient. On en faisait même autant au nord, c'est pas plutôt quelque chose qui est originaire du Mexique? Le maïs est utilisé dans presque toutes les cultures autochtones en Amérique. Wow. Et donc, lorsqu'on le cueille dans les champs et à l'automne, on rassemble toute la famille parce qu'on a beaucoup de maïs. On veut faire une grosse épluchette ensemble pour pouvoir tout transformer en farine et sans le savoir, une fois qu'il est transformé en farine, ça fait un excellent isolant à mettre dans le grenier. Oh. Un autre lieu important, c'est la cave. Les premières maisons ne comportent pas de cave à proprement parler, hein, parce qu'ils sont pas creusés. Par contre, au fil du temps, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va découvrir que l'espèce de vide sanitaire en dessous du plancher, qui est à 10 degrés, fait un excellent endroit pour entreposer les légumes. On va donc creuser ce qui ressemble un peu à une cave qui va être sur une partie du terrain. À partir de 1780, mais surtout jusqu'au milieu du 19e siècle. Et donc là, on va retrouver dans des caissons les choux, les carottes, les patates et évidemment, en octobre... Les courges. Les courges. Et la préférée de tout le monde en octobre? Citrouille. Ben oui, la citrouille. Yes, les courges. Les Autochtones vont donner beaucoup de bonnes idées, comme les courges, le maïs, mais aussi l'idée de creuser des trous dans le sol pour pour que les choses ne gèlent pas. Les Autochtones vont en ça habituer les habitants à leur culture, à leur présence sur le terroir et vont favoriser l'installation de l'habitat. Une autre leçon qui est à retenir ici, et je vais terminer avec ça, c'est que, bien au contraire de l'idée qu'on a d'une famille traditionnelle qui travaille sans réfléchir, la famille traditionnelle canadienne est au courant de son terroir, est bien adaptée à son terroir, l'utilise au maximum, travaille très fort pour que tout fonctionne comme sur des roulettes. Ces gens-là, ils ont l'air de même pas dormir. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on a une vie qui va vite. La prochaine fois qu'on vous regardera avec un broc aux fleurs dans votre main en vous disant que c'était bien mieux avant, demandez à cette personne-là combien il est prêt à faire son grand ménage d'automne qui se résume à 3 heures de ratelage. On va leur demander, ils aiment ça que ça leur prenne combien de temps à faire leur lavage. Mais merci beaucoup, Joël, et merci aux chroniqueuses et chroniqueurs et par ailleurs les invités de cette semaine. Ça va être déjà tout là, pour aujourd'hui. Il faut se quitter, on n'a plus de temps. Bref, rappel, vous pouvez écouter et réécouter l'émission en balado sur iTunes et Spotify et on se revoit vendredi prochain pour une prochaine émission dès 16h, toujours sur les ondes numériques de choc.ca. Donc, merci infiniment pour votre écoute et n'oubliez pas, si vous avez des questions ou commentaires sur l'actualité, desquels vous vous interrogez sur leur perspective historique, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir d'y répondre en ondes. Bonne fin de semaine et bonne cueillette de pommes à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon week-end.